Donc, pour ceux qui Et puis connaisseraient pas Vim, bonjour, bienvenue. Moi, c'est Baptiste, lui, c'est Laurent, et on est là pour vous présenter la version 13 Windows et Linux. Là, c'est vraiment les updates Windows et Linux. Donc, votre version, version 12 actuelle, quand vous la mettrez à jour en version 13, Windows, qui est disponible aujourd'hui, vous pouvez déjà le faire. Si vous le faites, faites-le avec un backup de conf, faites-le avec un snapshot et du backup, et faites-le dans un environnement de pré-prod avant. Parce que si vous n'avez pas de pré-prod et que vous venez me parler en me disant, hey, Baptiste, j'ai update, ça marche pas, les gars, un peu de sérieux, un peu de professionnalisme, prenez votre VBR, restaurez-le dans un environnement isolé, connectez-vous en console dessus, testez la mise à jour et vous verrez tout de suite si ça marche ou pas, quoi. Donc, on fait plein de choses, AWS, Azure, GCP, sauvegarde d'Entra ID, tout ça c'est dans votre VBR. vSphere, Hyper-V, HV, Red Hat, OLVM, Proxmox, Scale Computing, et nous avons actuellement une bêta pour XCPNG. Donc si vous voulez tester XCPNG, il y a une bêta et 2 vidéos YouTube dispo sur ma chaîne. Et on annonce normalement le support de Morpheus, HPE Essential Morpheus, sur le premier semestre 2026. Voilà pour les annonces. Agent physique, base de données, Sapana, IMDB, DB2, MySQL, Mongo, Instructor Data, tout ça connecté à Vault si vous voulez. Donc, upcoming XCPNG, bêta, Morpheus, on est censé avoir une bêta avant fin de l'année aussi, d'ailleurs. Donc voilà, si vous voulez. Et un truc que vous connaissez pas, et moi non plus, qui s'appelle Sangfor, parce que c'est un truc en Chine. Donc, on était où? On était en phase 1 avec l'early release de la Software Appliance. On est en Q4, on a dépassé la phase 2, donc on est en phase 2. Maintenant, on a le full VDP, Foundation, Advance, Premium. Tout est disponible, Windows ou Linux. Donc, vous avez tout disponible. Et dans la One UI, normalement, vous avez aussi pas mal de trucs à présenter tout à l'heure, Laurent. Donc, nouveauté de la version 13. Et ça commence bien parce que c'est une nouveauté qui est exclusif à Linux. Je vous ai dit tout à l'heure que toutes les features c'était les mêmes. Et ben en fait c'est faux parce que j'avais oublié cette feature. La feature haute dispo n'est disponible que sur la VSA et en édition premium. Donc si vous voulez faire de la haute dispo entre deux Vim Software Appliance, c'est disponible uniquement en premium et uniquement avec la VSA parce que c'est un cluster Patroni qui est fait entre les deux. Donc à quoi ça sert? Ça sert à. Bon, je fais avancer parce que vraiment. Vous savez ce que c'est du failover? Allez, c'est un cluster entre deux. Il y a un primary, un manuel. On fait un failover entre les deux. Du coup, il faut deux appliances pour la licence premium. Besoin de 3 IP, deux pour la VBR et une pour le cluster. Et c'est obligatoirement sur le même réseau. C'est du niveau 2. Donc, on est vraiment sur une première version, pas de NAT, etc., etc. Il faut bien que le DNS fonctionne pour résoudre tout ça. Comment ça marche? Eh ben, vous avez une IP de cluster répartie avec Patroni. Votre console ou votre web UI, vous connectez sur l'IP de cluster, elle sait c'est laquelle la bonne. Si jamais c'est pas dispo, eh ben, vous allez avoir une fenêtre avec écrit failover et ça passera d'un serveur à l'autre. Tout simplement. L'intérêt, c'est que dans Vim1, c'est géré aussi le dispo et on le reverra après. Et en gros, Vim1, il va servir un peu Witness. de witness, merci. Il peut servir un peu de witness, puisqu'il va monitorer le cluster en temps réel et vous envoyer une alerte s'il y a un problème. Et via la partie rémédiation, il est capable, le Vim1, de dire OK, détection automatique que le cluster est mort, hop, envoie de l'ordre de failover sur le deuxième nœud. Comme ça, Vim1 fait le witness et fait aussi la rémédiation automatique. Ensuite, question, qu'est-ce qui est synchronisé? Alors vous aurez les questions après parce qu'on va pas tous les faire. Qu'est-ce qui est synchronisé? Plein de choses, mais pas tout. Est-ce qu'on a les private fixes sont synchronisés? Non. Est-ce que ça marche sur les domaines? Oui, vous pouvez join, mais c'est pas recommandé. Comment je fais pour monitorer PowerShell Vim1? Est-ce que vous avez le syslog? Oui, la création, remove, etc. C'est dans les events syslog. Euh, Est-ce que il y a un best practice du coup? Comment se fait Vim1 Orchestrator? Dans quel sens, etc. Je vous laisserai le lire. Euh, Est-ce que les updates sont synchronisés? Oui. Les updates OS et système sont synchronisés. Tout ce qui est hardcore comme Instructor Data et Type Workload, ça peut prendre beaucoup de temps à synchroniser Il n'y a pas de limite, mais ça prendra du temps du coup de failover de l'un à l'autre. Est-ce que tu peux automatiser le failover et le switchover? Oui. Et vous avez du PowerShell pour le faire. Non, vous n'êtes pas obligé d'avoir PowerShell, d'avoir un witness avec Vim1. Vous pouvez faire un witness avec une commande PowerShell qui fera un get ou vous pouvez avoir juste une alerte du coup qui est envoyée via le syslog. Et dès que vous voyez l'alerte, eh ben, vous envoyez l'ordre de PowerShell de changer de nœud. Vous pouvez avoir votre propre witness si vous voulez avec du PowerShell. Non, il n'y a pas. Je ne sais pas pour le non-distributive update. Je ne crois pas. Je ne sais pas.
Je l'ai pas vu en tout cas. Et je l'ai pas testé. Sécurité en VR13, qu'est-ce qu'on a? Et ben maintenant vous avez ce qu'on appelle un deployment toolkit. C'est pratique. Ça veut dire que quand vous rajoutez un serveur, notamment un Hyper-V, notamment un guest, tout ce qui est Windows Manage, bon, c'est majoritairement Hyper-V ou un agent Windows, au lieu de faire login, password, d'avoir le slash, le share admin d'ouvert, etc. Et ben vous pouvez installer le deployment kit. Donc vous le prenez, vous faites créer deployment kit, ça vous donne un dossier, vous mettez sur votre serveur. Je l'ai testé sur Hyper-V, ça marche très bien. Et ça crée, en fait, ça installe automatiquement le service Windows Deployment. Et en plus, vous n'avez plus qu'à faire Connect using Certificate Base. Autre nouveauté côté sécurité, c'est l'intégration du SAML. Vu qu'on a une interface web, on a directement dans le VBR maintenant, c'est le VBR, qui a dans la partie User and Role, Identity Provider, et vous pouvez gérer le SAML et un IDP externe pour VBR. Très important, très intéressant, avant la version 13, le client lourd, d'accord, la backup console avait besoin de plusieurs ports pour connecter aux différents services. Avec l'arrivée de Linux, ils ont fait un énorme travail sur la gestion des réseaux, et donc que ce soit du Linux ou du Windows, il y a un reverse proxy, et donc il n'y a plus qu'un seul port entre le backup console et le serveur, les différents serveurs qui sont derrière, le catalogue service, le updater. Donc dès que vous connectez à votre VBR, uniquement du 443, tout le reste sont remove. Vous avez vu déjà, on a remove une grande ligne de port et on va en remove encore plus tard après. Je continue, je ferai les questions après, je suis désolé, on est tellement à la bourre. Limite, Lolo il va les faire dans le chat parce que Ouais. on est vraiment à Ouais. la bourre. Encryption password vérification, c'est tout bête, mais quand vous faites des passwords quand vous mettez des passwords dans le password manager, eh ben, vous pouvez pas vérifier c'est quel password. Eh ben là, vous pouvez vérifier. Alors, il y a des trucs anti-brute force, c'est uniquement en GUI, et du coup, si vous mettez le password, faites verify, ça vous dira si c'est le même password ou pas. Thread Hunter, vous pouvez maintenant, si jamais il y a une détection dans le ransomware via, par exemple, Thread Hunter ou via le malware scan, etc., eh ben, vous pouvez lui dire, OK, dès que tu détectes quelque chose, lance-moi un scan basé sur Thread Hunter, par exemple. Et donc, dès qu'il va détecter quelque chose avec un moteur malware, à nous, eh ben, il va pouvoir faire un scan Thread Hunter automatique derrière. Donc, c'est dès qu'il y a un guest scan ou un inline scan qui lance l'event de malware, boum, lancement automatique d'un scan Thread Hunter. Et vous pouvez même mettre le fait que marquer clean, donc ça évite, ça permet de remédier automatiquement les faux positifs, si vous voulez, c'est pas obligatoire. On peut aussi maintenant scanner, d'accord, les backups Linux et les backups public cloud. On ne pouvait pas le faire avant, mais maintenant vous pouvez faire des scans de backup, donc Sure Backup, Scan Backup, Secure Restore, et lancer pour des backups cloud, AWS, GCP et Azure, des scans des backups que vous faites de ces environnements-là, et la même chose pour la partie voilà, j'ai tout dit, Linux. Airbag, nouveauté, vous avez donc vous aviez avant que le normal airbag. Normal airbag, vous allez dans Role et vous aviez Backup Admin, Security, Restore, Backup. Maintenant, vous allez pouvoir faire du custom. Attention, on a vérifié tout à l'heure, c'est disponible qu'à partir de Foundation. C'est pas disponible dans Enterprise Plus. C'est encore alors là, c'est pas ma faute, hein, mais dans la doc, c'était écrit Enterprise Plus, on a testé et en fait, c'est que en Foundation. Donc, vous allez retrouver pour l'instant uniquement dans le client lourd ce custom airbag qui vous permet vraiment sur vSphere, Hyper-V, Agent, Structure Data et ça va rajouter tous les workloads derrière de créer des customs. Je ne sais pas si on voit derrière, mais vraiment avec des permissions très très fines. Donc des permissions instant recovery, file restore, quel scope, quel repo, quel truc, voilà, très très fin, très très granulaire. Et dans l'interface web, on a pour l'instant on a quand même le airbag qui est arrivé. On espérait déjà, voilà, c'est cool déjà qu'on ait le airbag, donc le airbag de base. L'interface web, backup admin, security, restore, etc. Et il y aura forcément le custom airbag qui viendra également dans l'interface web. Bon, allez, bouffe tes questions, Laurent. Universal CDP. On a donc l'Universal CDP en 13.01. L'Universal CDP, qu'est-ce que c'est? C'est un agent, d'accord? Donc vous allez pouvoir mettre un agent dans une machine Windows. Ceux qui connaissent Zerto, c'est la même chose. Pour l'instant, c'est que Windows. Donc on mettra un agent sur Windows, un agent CDP, comme on mettait un agent de backup, et ça permettra de faire de la réplication near synchrone. La réplication near synchrone à destination exclusive de vSphere et vCloud Director. Et vCloud Director via Cloud Connect, d'accord? Pas XCPNG, pas Nutanix, pas Proxmox. Donc il n'y a pas de réplication. Toutes les semaines, je reçois des mails de réplication RHB, de réplication Nutanix, de réplication Proxmox. Il n'y a pas de support de réplication d'autre chose que Hyper-V et VMware. Et dans le cas du CDP, c'est exclusivement VMware.
Brice, arrête. On l'aura quand on l'aura. Aujourd'hui, il y a des feature requests, de repli et tout. On l'aura, mais pour l'instant, c'est pas dans la roadmap. Vous avez les slides pour voir comment ça marche, mais il faut des CDP proxy forcément à la source, à destination, blablabla. C'est du CDP, rien d'exceptionnel. C'est ce que, au lieu d'être la source du VMware, la source, c'est un agent Windows. Et bon appétit. Est-ce qu'on supportera du Windows, autre chose que Windows? Oui. Est-ce qu'on fera autre chose que VMware? Eh ben, regardez la question de tout à l'heure de faire comme Acronis et de proposer de l'infrastructure. Apparemment, il y avait une possibilité d'avoir en target Azure. Voilà, pour faire du CDP réplication vers Azure. Failback, non. Le failback, il se fait uniquement pour l'instant sur du VMware. Le sizing, c'est CDP. Bref, vous verrez. Nouvelle feature de la VR13, c'est l'Instant Recovery. Instant Recovery to Azure. Maintenant, avant, on pouvait faire du direct restore, d'accord, on faisait clic droit restore et ça faisait ça restaurait tout le disque et ça démarrait, etc. Pour les backups de type VMware, Hyper-V, agent Linux et tout ce qui va être Azure, AWS, GCP, on va pouvoir faire de la restauration instantanée dans Azure, d'accord. Donc ça fait, me demandez pas comment ça marche, ça stream les données, il y a un schéma horrible que j'ai pas mis. Faut par contre, le requirement, c'est que les données soient déjà dans Azure. Donc si vous avez déjà un plan de reprise d'activité basé sur des sauvegardes qui sont dans Azure, Vault, Azure ou Azure Blob Storage, et ben vous pouvez lancer la partie Instant Recovery. Et là, sur une machine, par exemple, de 180 Go, il a fallu 31 minutes pour la restaurer. Là, un Instant Recovery d'une VM qui fait 32 Tera, c'était 11 minutes. Blablabla, ça marche très bien. Ça prend des gigas de RAM sur le serveur. C'est cool. Application. Laurent, tu veux... Non, celui-là, c'est... Application Aware Processing. Ouais, tu peux y aller, hein. Après je fais Vas-y, les autres, si tu ça veux. marche. Donc l'application Error Processing, vous savez, quand vous cochez la case, eh ben, vous avez la possibilité de prévenir le serveur, Windows ou Linux, que vous allez sauvegarder la base de données. Forcément, avec l'arrivée déjà, NTLM s'est déprécié et il y a mon casque qui va s'éteindre. Donc je vais brancher mon casque, attendez 2 secondes. 1, 2, 1, 2. Oui, c'est Ok. bon. Donc, vous avez le NTLM qui est déprécié. Donc, déjà, quand vous avez la software appliance, il n'y a plus de NTLM. Ça marche avec Kerberos. Et du coup, il y a une matrice entre si jamais le guest il a du NTLM ou pas, si vous avez du NTLM en fonction de la software appliance ou pas. Ça marche avec Kerberos. Et si jamais vous n'avez pas Kerberos, ça m'inquiète parce que mon casque continue de biper alors que je l'ai branché. Si jamais vous n'avez pas Kerberos, il y a moyen d'avoir un guest interaction proxy. Donc si vous êtes sur VSA, vous pouvez déployer un rôle sur une machine Windows qui va faire guest interaction proxy pour continuer à discuter avec du NTLM. Other improvement, vous aurez les slides, on s'en fout. MongoDB, je vais regarder les questions. Ouais, MongoDB. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc MongoDB, très important. Il y a une question autour de cette base de données. Moi, je suis sympa par rapport à Baptiste, c'est que je vous donne des astuces et je vous dis à quel moment il y a des questions. Donc, ce qu'on a rajouté, c'est le backup des transaction log. Donc, oplog, ça veut dire operation log. Donc, on va savoir sauvegarder les logs du node sur lequel est actuellement la base de données. Donc, on va faire exactement la même chose que ce qu'on fait déjà en image level backup. Et on va pouvoir récupérer point in time la base de données et savoir restaurer granulairement cette base de données. Ensuite, sur le publish, donc tu peux passer à la slide suivante, on va utiliser la partie Vim Explorer, c'est une nouveauté qui est sortie l'année dernière sur la partie MongoDB. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va savoir publier cette base de données à l'identique d'une production, donc sur un serveur de test ou de dev, directement à partir de la sauvegarde. On va récupérer donc effectivement la base de données, toute la partie collection directement de l'état publié, et on va pouvoir comparer les modifications apportées à cette base de données pendant la publication. Pardon, je suis en PLS avec mon casque. Vas-y. Ah, pas de souci. MongoDB, je ne sais pas si beaucoup l'utilisent ou pas, mais bon, voilà. Il y a une question autour de ça. Donc, très rapidement,
Application plugin, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On sait depuis peu, depuis la V13, sauvegarder ces bases de données avec les plugins directement sur de l'objet. La différence qu'il y avait, c'est qu'on pouvait faire de l'immuabilité, mais que les logs étaient ouverts pendant 24 heures parce que pendant ce temps, il y avait des transactions qui pouvaient se faire. Et donc, c'est pour ça qu'on était obligé d'attendre 24 heures avant que l'immuabilité se fasse. Aujourd'hui, avec l'object storage, on est capable de finir le backup et d'appliquer l'immuabilité tout de suite derrière. Donc, on va pouvoir faire du standalone et du unmanage et du manage mode également. Donc la taille d'objet dessus, ce qu'il faut savoir minimum, c'est 8 mégas. D'accord? On peut aller au-delà, mais quand on dit au-delà, ça va forcément impacter la consommation du stockage au niveau du repo. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Alors, pour les plugins qui fonctionnent en mode géré, les paramètres de chiffrement sont disponibles directement dans les réglages de la politique de sauvegarde. Et ceux qui sont en mode autonome peuvent bénéficier du chiffrement qui sont dans les paramètres du repository cible. Donc ça, effectivement, comme on le voit à l'écran, c'est uniquement pour la partie Oracle, Herman, Sapana et SAP sur de l'Oracle. On peut passer à la suivante. Une petite nouveauté aussi, MaxDB, pareil, SAP MaxDB. Donc, ce qu'on va faire dessus, on fait le strict minimum, à savoir qu'on va s'appuyer sur la partie backint, donc le fameux outil de backup de SAP. Et on va bien évidemment bénéficier de l'immuabilité, toute la partie chiffrement et du stockage objet, au même titre que les applications plugins que j'ai citées auparavant. Donc, on va faire du full, l'incrémental, et bien évidemment, les logs sont importantes aussi pour faire du rollback, mais en point in time. Donc là, c'est uniquement les versions qui sont supportées sur IBM. Donc, on inclut également la partie HACMP qui s'appelle aujourd'hui HADR. Donc, on va pouvoir faire du cluster, sauvegarder directement cette base de données sur un cluster. Autre chose aussi sur SQL Plugin, donc je vais assez vite parce que derrière il nous reste je ne sais plus combien de slides, plus d'une centaine, donc ça va être un peu compliqué. Ça Donc va, ça va. ça va bon. À un moment, je vais. Tu me connais. À un moment, je vais renvoyer On lourd. va, De toute façon, c'est sûr qu'on on va va se finir à 18h, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. SQL Server Plugin Centralized Management. Alors, ça va vous permettre un déploiement rapide, facile, via les protections groupes qu'on connaît déjà sur les agents. Vous aurez bien évidemment, au travers de cette option, le contrôle de l'installation et les mises à jour des plugins serveurs grâce à cette centralisation et ce management global. Derrière ça, ça va vous permettre d'avoir des clés d'accès temporaires aux sauvegardes qui vont être partageables avec les DBA pour leur permettre d'effectuer des restaurations de bases de données sans avoir à attribuer des rôles spécifiques. Vous savez, vous n'avez pas besoin de créer de rôle dans le VBR pour que Toto puisse faire de la restauration. Vous pouvez avoir des clés, des tokens que vous pouvez distribuer directement à votre DBA qui lui va enclencher la restauration ou de la sauvegarde sans avoir à avoir accès au VBA. Donc voilà pour les applications. Yes, très intéressant du coup cette Plugin. partie support de direct objet pour les plugins. Ça, c'est très demandé pour le Herman, etc. Dans les environnements cloud public, c'est cool. Et la gestion native enfin de SQL, qui était avant qu'un plugin qui te fait installer de l'autre côté et qui était on-managed, comme on dit. Super cool. On a le support de l'immuabilité sur Google Cloud, voilà, comme pour les autres. Et dans la console, on a directement la partie immuabilité until. Vous avez déjà demandé en V12, en gros, quand vous ouvrez la console, vous avez la partie data, publication, backup size, etc. Il n'y a pas écrit l'immuabilité. Enfin, en version 13, vous allez avoir une colonne immuable until. On change également le paradigme pour toute la partie data to archive. Vous avez la possibilité maintenant d'aller directement en archive tiers. Vous pouvez avoir un performance tiers sur quasi n'importe quoi et aller en archive tiers sur quasi n'importe quoi. Donc du Amazon S3, vous pouvez partir sur l'archive tiers en Azure.
ou S3 compatible archive, etc. Donc la matrice est gigantesque et ça vous permet d'avoir du performance tiers sur un service provider S3 et quand même d'avoir un archive tiers dans du cloud public. Également, ils vont faire évoluer le problème d'API, surtout avec l'immuabilité. En gros, quand vous avez de la consommation, quand vous mettez l'immuabilité sur du stockage objet, ça augmente fortement les appels API. D'accord, vous avez un nombre de pot objects qui est énorme. En version 12, vous avez la barre noire. Et donc le total de call et même le total de storage, il est pour l'instant, il est très haut. Si vous faites des calculateurs avec la calculette Vim, vous allez le voir facilement. Il y a un overhead immuabilité énorme. Et donc là, pour l'instant, en direct objet, ils font le test en direct objet de ces nouveaux call API. Et si ça marche bien, ils le répliqueront également sur la partie capacity tier. Capacity tier. Et il me semble que c'était lié aussi au bloc génération. C'est pour ça que le bloc génération, finalement, on va le squeezer. Et donc là, c'était marqué 30 jours de rétention égale à 30 jours d'immuabilité. Pas besoin d'avoir ces blocs génération supplémentaires qui vous consomment de l'espace finalement sur votre stockage. Voilà, ils ont remixé la façon dont ils travaillaient le truc. In fine, vous en foutez, mais quand vous faites un sizing, vous voyez un overhead, eh ben sachez que voilà, il va être réduit énormément. C'est planifié dans une future release d'être dans le capacity tier. Nutanix, on fait sauter l'appliance, d'accord. On a besoin d'une appliance à HV avant, qui ensuite déployait, qui discutait elle avec des différents composants déployés, etc. Donc enfin, l'appliance, en gros, elle bouge dans le serveur VBR, a la même chose qu'un VMware, qu'un Hyper-V. Donc maintenant, votre VBR directement discute avec Prism et il est capable ensuite de déployer en demande les workers sur les différents clusters Nutanix. Donc VMware et Nutanix et Hyper-V sont quasi ISO, je pense, fonctionnalité. En version, je crois que c'est ça. De quoi? Non, mais je crois que c'est aussi pour Nutanix, hein. En gros, aujourd'hui, Oui. les workers, je crois. Les Bon, workers. je crois que c'est pour les workers. Je crois que les workers, ils discutent encore avec le public repository, donc le Rocky Linux Update Server. Et à partir de la 3.0.1, c'est enfin déplacé sur le repository Vim. Voilà. Il n'y a plus de dépendance avec les workers pour update les workers. Proxmox, 3 points. On a le support de l'application error processing. Donc vous le savez que ça marche. On clique la case, ça fait du log shipping, Windows, Linux, OS guest freeze, Explorer, guest file indexing, persistant, tout ce qu'on fait avec du guest d'application error processing. Et ben, vous l'avez enfin sur Proxmox. Voilà, donc vous avez l'habitude, vous savez ce que c'est. Et donc ça veut dire qu'après, vous avez tout, Agentless, Active, Exchange, SharePoint, SQL, Postgre, Oracle. Pour l'instant, donc c'est pour l'instant les workers Proxmox, ils ont encore besoin d'avoir accès aux updates Rocky, d'accord. À l'inverse de HV, on vient de voir, ils sont passés sur le repo Vim. Et donc dans une future version de gestion de Proxmox, les workers ils partiront également sur les repositories Vim. Vim Agent, ils sont tous passés en version 13. Donc voilà, si vous cherchez les versions des Vim agents, wink wink, clin d'œil, version 13 maintenant, tous les agents. Il n'y a plus de 9, 7, 8, 7, 4, 2, que de la version 13 comme la version du VBA. Et maintenant, vous avez de la daily, vous avez de la rétention en jour et plus de rétention en points, c'est terminé. Les standalone agents, ils peuvent faire du full synthétique et vous pouvez faire aussi des monthly synthétiques partout. Voilà, vous êtes content. Le drop de support. Là, alors ça, c'est ce qu'on supporte. Ok, Red Hat, Oracle, Linux, tout ça, c'est de nouvelles versions qu'on supporte. Real 10, Oracle 10, Aroki, Alma 10, Debian 12, on est tous contents. Et ça veut aussi dire qu'on remove pas mal de versions. Donc il y a un post sur le forum, et on en a déjà parlé la dernière fois. Bla, 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 je vous les mets tous là, vous avez dans les slides. Mais en gros, on drop 2008, 7, 8, 10, 32 bits, 12. 2012 R2, R12, on est sur 2012 R12. 2012 R2 SP1 minimum. Linux, vous avez la liste. Solaris aussi, Mac, voilà, soyez contents. Agent Windows, quelle nouveauté? Eh ben, on peut faire un deployment kit, comme on l'a vu tout à l'heure, pour pouvoir installer l'agent Windows sans avoir à vous faire des ouvertures de flux, etc. Si on a de la software appliance, c'est Kerberos only. Si on est encore sur Windows, on a encore NTLM. Si vous êtes vous avez deux options du coup. Eh ben, soit vous utilisez Kerberos, soit vous déployez le deployment kit quand vous ne pouvez pas faire du Kerberos. Backup d'Entra ID.
On a le backup copy. Voilà, vous allez pouvoir faire un backup copy. Aujourd'hui, on avait qu'un workaround, c'était de dire, bah, vous mettez le backup d'Entra ID dans la VM VBR et vous sauvegardez cette VM VBR dédiée au Entra ID et vous en faites une copie, un backup copy avec votre VBR et tout. Nativement, dans le backup d'Entra ID, vous pouvez faire des backup copies. Backup de données non structurées, les rétentions orphelines s'appliquent. Vous aviez déjà ça sur VBR, VMware, etc. Et ben là, vous allez l'avoir sur la partie également background rétention. Donc, si vous arrêtez de backuper des shares et qui sont avec une sauvegarde en jours, 300 jours, et ben au fur et à mesure des jours, ça va clean tout seul la rétention. Le seul moyen de disable la rétention, c'est généralement de remove le backup job complètement et d'avoir le disque en orphelin. Quand il est en orphelin, normalement, les backups orphelins sont, les backups orphelins, eux, ils sont bien clean. Les backups importés ne sont pas clean. Et ça, c'est la même chose pour tous les types de backups. Restore folder, on s'en fout. Ouais. Vous pouvez restaurer all time. Ok, ouais, vous verrez les slides. Backup NFS v3, ça va beaucoup plus vite. Voilà, on sauvegarde très très vite maintenant avec le NFS v3. La sauvegarde des tapes, GFS for Unstructured Data Direct to Tape. Maintenant, ceux qui viennent de la vieille école, là, les gens de TSM là, de plus de 50 ans, hein, Laurent, les Veritas et tout. Et ben, vous pouvez enfin faire du GFS de backup NAS. Votre backup NAS sur tape, il peut enfin gérer le GFS. Oui, je sais, on a mis du temps, mais en gros, si vous avez un serveur, c'est ce que faisait Veritas pendant 100 ans et qu'il le fait toujours, là, je crois. Vous prenez votre NAS, vous faites un job de NAS to tape, vous mettez du GFS pour avoir des cartouches de tape autonomes avec des foules mensuelles, annuelles, que vous mettez dans un coffre, comme ce qu'on faisait pendant 10 ans. Donc, si vous avez besoin de faire de la sauvegarde sur disque, c'est du versionning. Par exemple, vous pouvez mettre 30 jours, 40 jours, 50 jours. Si vous avez besoin de 300 jours, faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire de l'archive tier vers de l'objet. Si vous avez besoin d'aller sur tape et de faire du GFS avec des foules autonomes, vous faites un job euh, file to tape ou object to tape avec du GFS. Voilà. Et networker, Erwan. Comment il s'appelle l'autre en France là? Ah, qui était en dépôt de bilan. Tina. Ah, Tina. Voilà, tout cela. Là. Vous allez retrouver la même chose. On supporte le LTO 10. Ouais, 30 Tera, 400 mégabytes. Ouais, de plus grosse boîte, plus rapide. Par contre, le LTO 10, on fait un kiff, c'est pas backward compatible avec le LTO 9. Donc si vous prenez du LTO 10, bah, vous êtes maintenant sur du LTO 10, c'est plus backward compatible. Ouais. Et je vous rappelle qu'un tape server nécessite d'avoir votre propre OS Linux ou Windows, d'accord? Pas de VSA, pas de Just Enough OS. Vous aurez une question. Amélioration des performances, bah, vous aurez les slides, hein, parce qu'on va pas s'amuser à les lire, mais en gros, un serveur VBR peut gérer jusqu'à 20 000 VM, jusqu'à 500 VM par backup copy, jusqu'à 750 backups concurrents. Bref, je vous laisserai lire. Il y a jusqu'à 24 SOBR, 24 extends dans un SOBR, et j'attends que vous ayez un serveur qui va être capable de gérer entre 10 et 20 000 VM, qui va pouvoir faire 100 tasks, 1000 tasks en parallèle. Et ben j'aimerais bien un petit serveur physique de 56 cœurs et de 256 Go de RAM. Voilà, celui-là, je veux le voir. Voilà, vous avez le calculateur, ils vont améliorer la partie 2026, la partie task, etc. Storage intégration, alors ça c'est nouveau, je vais juste en parler. En gros, on a une Universal API. Parce qu'aujourd'hui, notamment pour les HPE, pour les data domains, pour les trucs comme ça, il y en a plein de constructeurs qui disent oui, nous aussi on veut l'immuabilité, nous on veut le support de cette feature, etc. Et ben vous allez pouvoir harceler votre fabricant de support de storage préféré, parce que nous on a une API qui est disponible qui est à disposition pour eux et qui va permettre d'avoir la disponibilité de la partie Harden Repository. Là par exemple, il y a la partie Aletra, les snapshots immuables, et ben c'est un plugin et c'est HPE qui l'a développé. Backup rapide avec du NVMe, donc quand vous faites, notamment quand vous rajoutez une Aletra 9000, vous avez FC, SCSI, NVMe. Voilà, on peut utiliser le NVMe, bla bla bla, ça va vite, on est content. Universal Storage API, bah du coup c'est les fameux dans le vMutator, vous pouvez faire installer un hotfix. Là vous avez par exemple un bundle pour IBM Flash System. Et aujourd'hui à la GA, c'est HPE, IBM NetApp, je crois. Et donc vous pouvez charger le plugin qui va bien dans votre VSA.
Les Linux Gateway disponibles sur Data Domain et StoreOnce, donc 100% Gateway comme sur Windows. Bon, Dell a promis des meilleures performances sur DD Boost. Alors Ouais, là, avec la VIA. avec la IA, donc PowerShell, vous avez le module PowerShell sur Windows et sur Linux. Ok, je l'ai testé sur Linux, ça marche très bien. Ça explique comment l'installer, ça explique que sur Windows, il faut toujours installer la console pour pouvoir avoir accès au plugin, au module. Et puis il n'y a pas de changement là-dessus. Vous avez du REST API avec la partie Help Center, avec tout le changelog de tous les API, de plus en plus de REST API forcément qui arrivent. Drop de version, eh ben, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais en gros, voilà, 2012, 2012 R2, pour les backups composants. Tout à l'heure, je crois que vous avez parlé de la partie Windows Agent. Là, vous avez toute la liste minimum, c'est 2016 du coup. Si vous avez un 2012 R2 par exemple, vous pouvez pas passer en V13, ça va vous dire non. Si vous voulez mettre à jour un CentOS ou quoi, pour mettre un proxy sous CentOS, c'est pas possible. On ne supporte plus CentOS, me demande pas pourquoi d'ailleurs, je viens juste de le voir. Probablement parce qu'on a notre propre, parce que Rocky quoi, parce que Rocky tout Mhm. simplement. Voilà, donc c'est pas un RPM justement. Hugo nous fera le plaisir de nous le dire, mais je crois que c'est pas un RPM pour le coup. Tu peux le trouver un porte-module PS1, voilà, bref. Moi je l'ai fait marcher en suivant la doc. On avance, on avance, on avance. Les features, alors sachez, je sais pas si vous vous souvenez, on a dit oui, il y a des features qui sont pas supportées en V13. Et ben sachez, il y en a certaines, mais c'est vraiment pas beaucoup. Le pair machine file, si vous n'avez pas upgrade en V12, le format de vos chaînes ça marche pas. Les legacy backup copy, mais rien de gros parce qu'en fait ils ont reporté à la V14 tous les gros trucs. Le reverse incrémental, vous l'avez toujours en V13. Retention base en restore point, vous l'avez toujours en V13. Mais ça en V14, tout ça, ça saute. C'est le moment de passer de virer le reverse incrémental. C'est le moment de virer de passer en point, en jour, de passer En et puis pair job, en backup chain. Ouais. voilà, c'est ça. Mais ça devait normalement sauter en V13. Finalement, ça va sauter en V14. Je pense qu'ils n'ont pas eu le Mm. temps. Break. Eh ben non, il n'y a pas de break. Il est 17h. Moi, je suis sûr qu'on peut faire la dernière partie en une demi-heure, trois quarts d'heure. Est-ce que vous avez des questions sur la V13 telle quelle? Donc vous avez vu, grosse nouveauté VSA, pure VSA, d'avoir une applet ça change tout, mais on a aussi toutes les nouveautés du coup, d'avoir la V13 hein, avec Directo Objet sur plein de trucs, changement des API, grosse sécurité, airbag, un seul port de connexion avec la console, enfin voilà, plein de trucs une interface web, plein de trucs à traiter quand même dans des trucs à droite à gauche. Il y a Antoine qui nous demande, du coup, c'est quoi les best practices pour les repos? Eh ben, écoute, on est agnostique du matériel. Donc tu fais ce que tu veux en termes de repo. Tu veux une appliance de dedupe, tu prends une appliance de dedupe. Tu veux un serveur banalisé parce que c'est moins cher, tu prends un serveur banalisé. Ton serveur banalisé, il est compatible Red Hat et tu veux pas gérer l'OS, tu mets le Harden Repository dessus. Tu veux y attacher une baie, tu mets ton propre OS Linux. Voilà, il n'y a pas de best practice, ça dépend vraiment de. Si t'es une PME et que tu as un Synology, bah tu fais un repository en NFS. C'est pourri, mais ça marche. Si tu as 10 VM à sauvegarder, enfin voilà, il n'y a pas de best practice. Oui, on peut plus Ne peut créer de plus job créer de reverse, oui. job. Oui, c'est Oui. complètement bloqué, quoi. Par contre, on continue pour ceux qui migrent de la V12 vers la V13. Ces jobs qui sont en reverse continuent à fonctionner jusqu'à la V14, comme l'a dit Baptiste. Exactement. Pas trop de questions sur la V13, donc on a